Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour faire suite aux deux précédentes vidéos sur les rates, nous allons mettre en application l'ensemble des notions que nous avons étudiées précédemment au travers de l'analyse du rate EPRT. Alors, je vais commencer par la présentation de l'entreprise. EPRT se caractérise par 5 points essentiels. Elle a plus de 350 propriétés dans 16 industries différentes et elle est présente dans 48 États américains. Elle a des contrats long terme en triple net qui assurent une stabilité et une croissance des revenus. Elle a également de solides relations qui lui permettent d'augmenter plus facilement son nombre d'actifs en portefeuille et lui offre des axes de croissance plus simples et plus durables. La stratégie également de EPRT est axée sur les petites propriétés, donc de 2 à 5 millions de dollars pour accroître plus efficacement sans accorder d'importants capitaux à l'acquisition de ses biens. Ça lui accorde une certaine flexibilité tant sur les aspects financiers que de croissance au niveau de ses activités. Et enfin, elle maîtrise très bien son levier financier comme nous le verrons à la suite. Ça se traduit par une excellente gestion de sa dette et donc renforce sa solidité financière. Petit focus sur l'ensemble des répartitions des différentes industries présentes dans son portefeuille. 80% de son portefeuille est axé sur le service, donc on va avoir retrouvé des stations de lavage, tout ce qui est de l'immobilier associé à l'éducation, donc des écoles, crèches, centres de loisirs. Nous avons également des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, avec des garages, de la restauration rapide, etc. Et ensuite, nous avons 13% du portefeuille qui est axé sur l'expérience, comme les centres sportifs, les théâtres, salles de cinéma ou autres complexes de loisirs comme des parcs d'attractions. EPRT est peu présente sur le secteur du retail, donc tout ce qui est grande surface, etc., mais se concentre tout de même sur des secteurs essentiels et difficilement digitalisables. Je parle de cet aspect de digitalisation de l'ensemble des services car c'est un des principaux risques associés à ce type de rate tel que EPRT. Étudions plus en détail le top 10 de ses clients pour voir s'il n'y a pas un client prépondérant dans le portefeuille de EPRT et ça peut également associer à un risque donc de dépendance à ce client. Pour le premier client, il ne représente que 3,3% et c'est Equipment Share. Donc Equipment Share, c'est de la vente et de la location de véhicules de chantier. Et en suivant, pour les différents top clients de EPRT, il ne représente qu'à peine 2% ou moins du portefeuille global de EPRT. Ce qui est très positif puisque cela traduit que EPRT est globalement bien diversifié sur l'ensemble de ses clients et n'est pas dépendant à un seul en particulier. Pour le second, Chicken and Pickle, c'est de la restauration rapide mélangée à un loisir, donc ce qui est assez rigolo, c'est que c'est très américain. On peut manger du poulet tout en faisant une partie de tennis. Breeze Path, c'est de l'éducation, donc de la garderie ou des centres de loisirs pour enfants. Festival Food, ce sont des grandes surfaces un peu haut de gamme avec des produits un peu plus qualitatifs que dans un Walmart par exemple. Alors attention, qualitatif aux yeux des Américains bien sûr, parce que personnellement je n'achèterai jamais du pain italien sous vide. Je vous invite à aller voir leur site, c'est vraiment rigolo les différents produits qu'ils vendent, ça nous paraît un peu farfelu pour nous français. Five Star, ce sont des parcs d'attractions. Et dans les derniers principaux clients, on va y retrouver des stations de lavage, des garages avec Whitewater Express Car Wash et Accelerated Brands. Comme j'ai pu le dire, il n'y a pas de client prédominant, donc ce qui est assez positif, puisque EPRT n'est pas dépendant d'un seul secteur ou d'un seul client. Le top 10 ne représente que 17,8%, donc qui souligne cette diversification au sein du portefeuille de EPRT. Pour la répartition géographique de EPRT, ils sont globalement bien diversifiés sur le territoire américain, plus dans l'est des États-Unis, notamment au Texas, en Géorgie et en Floride. On peut tout de même voir qu'ils ne sont pas développés sur la partie ouest des États-Unis, donc ce qui pourrait être un axe de développement futur pour les prochaines propriétés qui pourrait être très intéressant. Avec cette répartition géographique, cela nous montre que EPRT a des possibilités de développement à l'échelle américaine. Pas besoin d'aller à l'international pour développer ses activités et donc il y aura moins de risques associés à ces questions de croissance-là. Avant de poursuivre la vidéo, je me présente, je m'appelle Paul, ingénieur de formation et je suis passionné par la finance. J'ai créé cette chaîne YouTube dans le but de vous offrir le contenu que je souhaite voir plus souvent sur YouTube car j'en ai vraiment marre de voir un nombre incalculable d'analyses mauvaises, disons-le, et c'est pourquoi j'ai décidé de vous partager le contenu que vous méritez. Alors c'est sûr que cette vidéo risque d'être un peu longue car elle est très complète. Ce n'est pas un short YouTube ou un réel Insta où vous passerez à autre chose au bout de 3 secondes, mais elle vous donnera les clés pour faire par vous-même à la suite vos propres analyses des rates. De plus, j'ai effectué un gros travail de comparatif et de synthèse pour comparer EPRT aux autres rates de la même industrie, et c'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin où je donnerai mon avis personnel sur l'ensemble des sujets du comparatif. Bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je vous donne uniquement des pistes de réflexion pour que vous puissiez faire par vous-même vos propres analyses. Enfin, si ce contenu vous plaît et que vous le jugez pertinent et de valeur, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien qui compte beaucoup pour moi et qui m'aide énormément pour délivrer un contenu toujours plus qualitatif. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, vous aurez plusieurs informations pour prendre contact avec moi si jamais vous avez des questions spécifiques, ainsi que le lien d'inscription à ma liste d'emails privés pour accéder à l'ensemble des outils que je présente généralement dans mes vidéos. Et justement, dans cette vidéo, je vous partagerai un Google Sheet de synthèse que je vous présenterai plus tard dans la vidéo.
Maintenant que nous avons vu globalement ce qu'était EPRT, comment se composaient ses principaux clients, son portefeuille et comment elle était répartie sur le territoire américain, on va étudier sa stratégie. Donc, quelle est la stratégie d'EPRT, comment prévoit-elle de se développer dans le futur, etc. L'objectif de EPRT pour se développer, c'est de conserver un portefeuille qualitatif et défensif. Ça va être de limiter les industries qui sont menacées par l'e-commerce, car en effet, la principale source de préoccupation de ce type de raid, c'est la digitalisation massive de la plupart de ces services. Mais dans ce cas, comme on a vu, on ne risque pas de faire garder son enfant à distance ou même de réparer sa voiture en appel Teams. C'est pourquoi EPRT cible des investissements sectoriellement orientés services ou expériences, restauration rapide, éducation, services médicaux, services automobiles, tout en diversifiant ses clients pour limiter les risques de dépendance vis-à-vis d'un seul acteur. Donc sa stratégie de développement, elle se concentre sur la croissance de l'ensemble de son portefeuille de manière pérenne, donc tout en conservant cet aspect défensif de son portefeuille, mais c'est surtout focus sur une stratégie, les sale leaseback. Alors, qu'est-ce que sont les sale leaseback? Les sale leaseback, ce sont une sorte d'accord commun entre deux contreparties. C'est généralement une stratégie win-win, car que ce soit le propriétaire ou le locataire, ils sont tous les deux gagnants dans l'histoire, donc je vais expliquer pourquoi. Pour expliquer les sale leaseback, je vais prendre un exemple. Je suis Equipment Share, top 1 client de Essential Property Trust, et je souhaite développer mon activité, mais c'est difficile pour moi de trouver des capitaux, donc je vais vendre mes locaux à EPRT pour m'aider à développer mes activités et à me débloquer de la liquidité. Au lieu d'aller voir des banques ou différents acteurs extérieurs pour me prêter de l'argent, je vais vendre mes locaux à EPRT qui va me débloquer de la liquidité pour que je puisse en interne développer mes activités. En vendant mon bien, moi, Equipment Share, ça me permet de débloquer de la liquidité qui va me permettre de développer mon activité principale. Et c'est plutôt avantageux puisque je ne suis pas un investisseur et donc je peux avoir du mal à accéder à certains capitaux. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec l'augmentation des taux d'intérêt. Dans ce cas, en vendant mes locaux à EPRT, EPRT devient propriétaire et moi derrière, je récupère de la liquidité pour gérer mon activité principale. Et comme je le disais au début, c'est une stratégie win-win. Les avantages de cette stratégie, c'est que la période de location pour ce type de contrat, c'est plus de 20 ans et que les clauses d'indexation des loyers qui sont supérieures à la norme, chaque année, on va revoir le loyer pour l'augmenter au fur et à mesure en fonction de l'inflation ou du contexte économique. Le risque est faible pour les deux parties, puisque moi, si je suis Equipment Share, j'aurai de la difficulté à trouver des capitaux externes ou j'aurais dû m'endetter à des taux d'intérêt importants. Mais là, en le vendant à EPRT, je débloque la liquidité pour développer mon activité et derrière, EPRT gère des propriétés immobilières. Donc, pour résumer, la stratégie de EPRT, elle se base sur 3 piliers essentiels. Donc, la première, c'est axé sur le service et l'expérience pour renforcer son portefeuille et qu'il soit le plus conservateur et le plus résilient possible. Le second, c'est la stratégie des sale leaseback que nous venons de voir, avec des contrats long terme qui nous permettent une certaine résilience et puis une certaine sécurité puisque c'est fait en général avec des partenaires actuels. Et le dernier point que nous avons rapidement abordé dans la présentation de l'entreprise, c'est focus small box. Donc small box, c'est les petites propriétés à entre 2 et 5 millions de dollars et cela facilitera le développement du groupe puisque c'est des biens qui sont plus liquides et des acquisitions qui sont donc plus rapides et efficaces et qui va permettre au groupe d'avoir une croissance plus importante. Donc on a vu la stratégie, mais plus précisément comment EPRT évalue ses opportunités d'investissement. Pareil, c'est 4 métriques. Donc la première métrique, c'est la profitabilité. Donc ils évaluent la rentabilité des biens sur la base des anciens contrats et recherchent des contrats de location moins risqués et toujours plus importants, donc toujours plus profitables, tout en gardant bien évidemment un ratio d'endettement maîtrisé. Donc ça, c'est un des points clés de EPRT. Ils veulent garder une certaine maîtrise de leur levier financier. Le second point, c'est la viabilité. Donc qu'est-ce que j'appelle viabilité? C'est la recherche de biens dans des industries stratégiques avec une vision long terme pour éviter les business éphémères. Donc c'est la partie conservateur de EPRT dans son portefeuille. Également être flexible avec des conditions de crédit avantageuses pour s'assurer d'une certaine solidité financière, ne pas être ralenti dans la croissance de ses activités et ainsi accéder au crédit plus facilement. Et enfin, valoriser. Donc, qu'est-ce que j'appelle valoriser? Ça va être l'identification de biens stratégiques avec des emplacements avantageux qui va permettre au portefeuille de PRT de prendre en valeur au cours du temps. Alors, c'est très très bien la stratégie sale leaseback, mais concrètement, comment trouvent-ils leurs clients pour faire cette stratégie-là, puisque ça nécessite de connaître des entreprises qui souhaitent effectuer ce type de transaction pour développer ces activités. Comment ils font? Ils se basent sur leurs actuelles relations. Donc, ils vont voir leurs différents clients et ils leur proposent ce type de stratégie-là de rachat de leurs propriétés actuelles pour pouvoir leur débloquer, eux, de la liquidité et développer leurs activités. Mais aussi, le groupe s'appuie sur les anciennes relations du management et ça joue actuellement un rôle clé dans le développement et la réussite du groupe. Quand je parle de management clé, le CEO de EPRT est là depuis 2018 et a été avant CEO et président de Spirit Capital de 2011 à 2015.
Spirit Capital qui est passé en 2011 de 3,2 milliards d'actifs sous gestion et 37 employés à en 2015 8 milliards d'actifs sous gestion et 70 employés. On voit que la présence de cet acteur de qualité a réussi à développer Spirit Capital et a également réussi aujourd'hui à développer une entreprise comme EPRT. Nous avons également le CFO qui était également précédemment CFO chez CTO Realty Growth et Alpine Income Property Trust pendant plus de 8 ans. Donc on voit qu'avec le CEO et le CFO de EPRT, tu as une expérience solide dans des entreprises similaires de la même industrie avec les mêmes types de contrats, ce qui renforce leurs relations et donc leur capacité à développer le groupe. Pour rappel, en septembre ou octobre 2023, je crois, Realty Income fait l'acquisition de Spirit Capital. Spirit Capital, c'était l'entreprise que le CEO actuel de EPRT avait développée de 2011 à 2015. Elle a été rachetée par Realty Income. Pour Alpine Property Trust, on constate que c'est le même portefeuille que EPRT. Donc c'est vraiment des entreprises similaires qui sont déjà bien développées et qui ont déjà correctement géré, et ce qui explique en partie la réussite du groupe de EPRT actuellement. Donc cette expérience et cette connaissance dans cette industrie est vraiment capitale pour le management de EPRT. Donc pour faire l'analyse la plus complète possible, je vais comparer plusieurs rates de cette liste, donc de cette même industrie freestanding, afin de déterminer le rate le mieux géré, le mieux valorisé et le plus performant. Mais avant, faisons un petit point sur l'industrie et pourquoi j'ai choisi cette industrie et pas une autre. Donc comme je l'ai déjà dit, on va pas laver notre voiture ou manger du poulet et en même temps faire du tennis à distance. C'est une industrie qui se base sur des commerces essentiels avec des contrats en triple net. On n'a pas de problème ou du moins de problèmes associés à l'e-commerce ou au télétravail, comme on pourrait l'avoir sur certaines rates spécialisées dans les bureaux par exemple. Et le fait que ce soit une industrie qui se base sur des contrats en triple net, cela réduit grandement le risque associé puisque l'ensemble des charges sont uniquement à la charge du locataire. Les avantages d'une industrie comme le freestanding, c'est que les flux de trésorerie sont réguliers et prévisibles, car ils se basent sur des contrats long terme. C'est donc plus défensif et moins volatile. Et cette industrie, généralement, surperforme en période d'incertitude ou de crise économique. Alors bien sûr, les inconvénients, c'est qu'en période d'expansion économique, ce secteur ne profite pas pleinement de la hausse des loyers du marché, comme pourraient en profiter les autres industries qui utilisent des contrats à plus court terme, et que la principale source de croissance de cette industrie, ça va être une croissance inorganique, et ça représente donc plus de risques. C'est des contrats long terme, donc peu ou pas de croissance organique entre guillemets, donc on ne peut pas améliorer l'efficacité opérationnelle puisque l'ensemble des charges opérationnelles sont à la charge du locataire. Ça nécessite une certaine stratégie d'acquisition pour le développement et donc maintenir un coût de la dette faible. Pour appuyer le fait que c'est une industrie qui est moins volatile et plus défensive que les autres types de rates, comme je l'ai présenté dans ma dernière vidéo, en 2008, lors de la crise majeure de l'immobilier, c'est une des industries qui a le mieux résisté pendant cette période de récession économique. Alors maintenant que nous connaissons mieux EPRT ainsi que sa stratégie d'acquisition et de développement et que nous comprenons mieux son industrie en général, on va pouvoir l'analyser mais surtout la comparer à des rates de la même industrie. Alors attention, les chiffres que je vais indiquer dans ces différentes slides datent du 9 décembre. Entre le moment où j'ai fait cette présentation et au moment où je tourne cette vidéo, il y a une petite semaine de décalage parce que j'ai eu certaines obligations professionnelles. Donc vous m'en voudrez pas si les chiffres ne sont pas actualisés au moment où je sors la vidéo et que même si les rates ont relativement bien performé durant cette semaine du 9 au 16 décembre, suite à l'annonce de la Fed qui ne prévoyait pas de réaugmenter les taux, cette analyse reste complètement d'actualité. Pour cela, j'ai choisi 4 hot rates de la même industrie avec des capitalisations variées comme avec Alpine Income Property Trust qui a que 250 millions de capitalisation ou Realty Income qui est plus grosse large cap, une entreprise très connue sur YouTube notamment pour son dividende mensuel avec plus de 39 milliards de capitalisation. Ce qui est intéressant par contre, c'est que j'ai choisi des rates qui sont présentes sur le même secteur géographique, donc avec un focus sur les États-Unis, afin d'avoir l'analyse la plus pertinente possible et le comparatif le plus pertinent possible. Donc nous reprendrons la même structure que nous avions vue sur comment analyser les rates. Nous allons décomposer les différentes notions de performance, de solidité financière et de valorisation. Pour la performance, voici les Funds from Operation de 2019 à 2023 pour les 5 différentes rates. On voit que EPRT a la croissance annualisée sur 5 ans la plus importante. Donc comment j'ai calculé la croissance de 2023 ? J'ai simplement projeté les résultats du 3e trimestre sur le 4e trimestre pour avoir une estimation de l'année 2023 en général. Ces données-là sont tirées du site Seeking Alpha. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces chiffres sur chacune des pages des différentes rates. Et on voit que EPRT, cet aspect de croissance que j'ai abordé précédemment, est bien présente sur la présentation de l'évolution des Funds from Operation. Pour les AFFO, c'est globalement la même chose. Ces informations-là, cette fois-ci, sont tirées du site All Rates. Nous avons Essential Property Trust qui a une croissance annualisée sur 5 ans de plus de 30%. Et on voit que globalement, les rates de cette industrie ont bien performé en termes de performance opérationnelle puisque la croissance reste tout de même relativement importante sur les dernières années.
Troisième point, les cap rates. Cette fois-ci, ces données-là sont issues des différentes présentations et rapports annuels. Donc on voit que l'ensemble des rates ont gardé des niveaux de cap rate relativement élevés sur les dernières années, avec une légère augmentation sur l'année 2023 avec la hausse des taux d'intérêt pour s'assurer de leur rentabilité de leurs activités. Ils ont répercuté l'augmentation des taux d'intérêt sur leur loyer en augmentant progressivement le coût de leur loyer et donc ils ont augmenté ainsi mécaniquement leur cap rate pour maintenir leur rentabilité. On constate que EPRT a les cap rates les plus importants. Alors attention, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, cette information est toujours à prendre avec des pincettes puisque des cap rates importants, ce n'est pas toujours très bon signe puisqu'il faudra étudier pourquoi elle a des cap rates élevés. Parce qu'elle a des actifs de moins bonne qualité ou des clients moins fiables, etc. Ce qu'on voit avec ce tableau-là, c'est que les cap rates pour une même industrie sont globalement les mêmes. Aussi, je tiens à préciser que cette donnée était accessible mais pénible à récupérer. Donc j'espère que vous appréciez le travail de synthèse que j'ai effectué. Mais attention cependant, il se peut qu'elle ne soit pas complètement exacte car je ne les ai pas recalculées précisément à chaque fois pour chaque année. J'ai repris simplement certaines données brutes dans les différents rapports annuels ou aussi sur base de certains calculs des différents analystes. Petit focus sur l'augmentation des cap rates de EPRT. On observe avec ce graphique qui est issu de la présentation aux investisseurs troisième trimestre de 2023. Ce qui nous montre, c'est que chaque année, EPRT renégocie 80% de ses loyers. Donc, ce qui lui permet d'être plus flexible dans l'augmentation de ses loyers, puisque en plus, en moyenne, il augmente ses loyers de 1,7%. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la possibilité chaque année de se protéger contre l'inflation ou la montée des taux, ce qui ainsi augmente leur cap rate et ne diminue pas la qualité du portefeuille d'actifs immobiliers ou même des clients. Second point intéressant qui est à voir, c'est sur l'augmentation des cap rates, comment elle a évolué avec le climat économique qui a changé avec l'augmentation des taux d'intérêt et l'augmentation de l'inflation. Donc on voit que sur le début de l'année de 2021, quand on avait cette certaine incertitude associée à l'inflation et à l'augmentation des taux d'intérêt, sur l'année de 2022 et début 2023, EPRT, pour se couvrir de cette augmentation des taux et de cette incertitude, a drastiquement augmenté ses loyers pour un même magasin. Ils ont beaucoup plus augmenté leur loyer qu'ils ne le faisaient avant. Donc on a vu comment ils optimisaient leur gestion et l'augmentation de leur loyer en interne pour s'assurer de leur rentabilité. Je vous ai mis les derniers investissements que l'entreprise a fait sur cette année de 2023 et sur le dernier trimestre. On voit qu'ils ont effectué depuis le début de l'année 2023 83 transactions pour l'acquisition de 200 propriétés. Sachant que le nombre d'acquisitions est différent du nombre de propriétés. Ils ont entre guillemets acheté des lots, donc ils ont fait plusieurs acquisitions de biens immobiliers en lot. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'ils ont apporté en moyenne 7,6% du cash pour cette opération. Donc ils apportent relativement peu de cash pour faire leurs opérations, ce qui leur permet de garder cette certaine flexibilité financière pour effectuer ainsi plus d'opérations. Les cap rates moyens sur l'ensemble de ces acquisitions étaient relativement importants. Ils étaient en moyenne de 8,8% pour chacune des acquisitions. Et en général, pour ces acquisitions-là, pour les mêmes magasins, ils ont augmenté leur loyer de 2%. Comme on l'a vu au niveau de la stratégie, et c'est bien représentatif au niveau de ce résumé-là des investissements de EPRT, 100% de ces investissements sont issus des sale-leaseback, dont 86% sont issus de partenariats déjà existants. Les master lease, c'est un type de bail qui permet aux locataires de sous-louer son bien pendant une durée indéterminée. Et la durée moyenne de location pour l'ensemble des investissements sur cette année 2023 est de 18-19 ans, ce qui est également très positif puisque les contrats sont extrêmement longs. Petit focus aussi sur l'ensemble des ventes qui ont été effectuées sur l'année 2023. On constate que EPRT se débarrasse entre guillemets de la plupart des actifs qui sont les moins rentables, donc avec des cap rates les moins élevés, dans le but de garder un portefeuille d'actifs de la plus haute qualité possible. Passons à la solidité financière avec l'étude des différents ratios de dette. Donc ici, j'ai regroupé les 4 principaux ratios de dette, donc avec le debt to tangible book value, le debt to market capitalization, le debt to total equity et le debt to EBITDA. L'ensemble de ces différents ratios ont été calculés à partir de la base de données de Finbox. Donc si vous voulez plus de détails sur l'ensemble de ces ratios, je vais présenter juste après le Google Sheet que j'ai fait pour la synthèse de cette vidéo. On constate qu'en moyenne, la plupart de ces rates ont un levier financier qui est plutôt raisonnable, avec cet aspect toujours de EPRT qui a des ratios plus attractifs, donc qui permet de montrer qu'elle est plus flexible et solide financièrement que ses pairs. On a également ADC qui a de très bons ratios tels que le debt to EBITDA. Elle est moins endettée comparée à sa performance opérationnelle, mais EPRT, on voit qu'elle se place très très bien comparée aux autres rates de la même industrie. Petit focus quand même sur le levier financier de EPRT, car l'analyse porte quand même essentiellement sur cette entreprise. Même si je délivre plus d'informations sur les autres rates qu'une pseudo vidéo YouTube d'analyse que l'on peut retrouver très généralement sur YouTube, les différents ratios d'avant prenaient en compte la dette brute, alors que ici on prend en compte la dette nette
en fonction de l'EBITDA ajusté. Alors l'EBITDA ajusté, c'est qu'on ne prend pas en compte entre guillemets l'ensemble des éléments exceptionnels, goodwill, stock-based compensation, etc. J'aime pas trop ce ratio-là puisque ça booste entre guillemets artificiellement la performance et le levier financier de EPRT. Mais ce graphique-là n'est pas là pour montrer que le levier est plus important, c'était surtout pour montrer que sur les 2 dernières années, EPRT a su conserver son levier financier malgré qu'elle ait développé de manière très importante ses activités. Même chose avec ce graphique. Là, ça montre simplement que EPRT maîtrise mieux son levier bancaire. Alors cette fois-ci, elle n'est pas issue du dernier rapport puisque comme on peut voir, Spirit Capital est encore dissocié de Realty Income. Ce graphique-là, c'est simplement pour mettre en lumière que EPRT gère mieux sa dette et qu'elle est plus flexible et qu'elle est donc plus à même à développer efficacement ses activités dans le futur. Maintenant, on va étudier les cap rates en fonction du coût de sa dette, donc le WACC. J'ai pris les derniers cap rates sur l'année 2023 et également son WACC qui sont disponibles sur Alpha Spread. Les cap rates, j'ai pris les informations qui sont disponibles sur les présentations aux investisseurs ou les différents rapports annuels et j'ai calculé le spread entre le cap rate et le WACC pour voir à quel point laquelle rate était la plus performante, était la plus efficace d'un point de vue opérationnel, puisque plus le delta entre les cap rates et le WACC sont importants, plus cela traduit de sa performance et aussi de sa solidité. Donc on voit que EPRT, au vu de sa performance opérationnelle, gère extrêmement bien le coût de sa dette. Alors attention, le WACC, comme je l'ai pris sur le site de Alpha Spread, sera à reboucler bien évidemment avec les différents chiffres présents dans les différentes présentations aux investisseurs et les différents rapports annuels de chaque rate. C'est simplement une indication pour montrer la performance et le coût de la dette associé à chacune de ces rates pour faire un comparatif synthétique et efficace de l'ensemble de ces différentes rates. Si je fais un focus sur le WACC, comme je le disais, je l'ai pris du site de Alpha Spread. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir le coût de la dette au global, mais aussi le coût des equity, l'évolution du coût de la dette sur les 5 dernières années. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir l'ensemble de ces détails-là ainsi que l'évolution. Donc, je vous laisserai voir sur les différentes rates. Cet outil-là présent sur Alpha Spread est très utile. Enfin, on va comparer les différents investment grades. Je vous ai remis le tableau de classification des différentes notations de la précédente vidéo avec les notations de Moody's, Standard & Poor's et Fitch Rating. Globalement, pour l'ensemble des rates, on a des notations en triple B ou triple B-, ce qui atteste de la solidité et de la solvabilité de l'ensemble des rates. On note tout de même que Agri Realty Income a une meilleure note ainsi que Realty Income qui se démarque très largement avec une notation A-. De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, vous revérifierez par vous-même, mais je crois qu'avec l'acquisition de Spirit Capital, Realty Income s'est vu récemment dégrader sa note de crédit en passant de A- à triple B+. Petit focus encore une fois sur les différentes notations associées à l'ensemble des actifs immobiliers en possession de EPRT. Donc ce graphique exprime le pourcentage of cash ABR, donc ABR pour Annualized Base Rent. Ce pourcent cash of ABR correspond au pourcentage du loyer annualisé par rapport au revenu total encaissé prévu par le rate. Il sert à évaluer de combien de cash flow est généré par rapport à la totalité des loyers attendus. Et le pourcent cash of ABR, il est exprimé en fonction des notes de crédit pour chaque actif et aussi du Rent Coverage Ratio. Il mesure la capacité du locataire à couvrir le coût de son loyer à partir de son flux de trésorerie opérationnel. Il est calculé en divisant le flux de trésorerie d'exploitation, donc EBITDA, par les charges locatives totales. Et donc un ratio de couverture de loyer supérieur à 1 signifie que l'entreprise génère suffisamment de revenus pour couvrir son loyer. Plus ce ratio est élevé, plus l'entreprise est considérée comme capable de payer son loyer, qui implique d'une certaine sécurité pour le rate qui s'assure que son locataire va payer son loyer. Donc on constate que près de 80% des propriétés en possession de EPRT ont une notation de B à triple B, avec un pourcent cash ABR d'environ 10% et un Rate Coverage Ratio bien supérieur à 2. Cela traduit de deux choses. De 1, donc comme j'ai dit, la sécurité des revenus locatifs. Donc le fait que la plupart des propriétés aient un Rate Coverage Ratio supérieur à 2, donc rassurant puisque ça nous permet de dire qu'on est plutôt sûr que les locataires vont payer le loyer, car ils génèrent avec leur activité au moins 2 fois plus supérieur au montant des loyers, ce qui suggère une certaine marge de sécurité pour EPRT en cas de ralentissement des affaires des différents locataires. Également sur la distribution des revenus, donc si on a environ 10% du cash ABR qui proviennent des locataires avec un coverage ratio supérieur à 2 et une note de crédit B, cela signifie que les locataires contribuent de manière significative aux revenus de EPRT tout en ayant une bonne marge de sécurité dans leur capacité à continuer à payer leur loyer. Un autre point essentiel à étudier, c'est la maturité de la dette.
Comme j'ai dit, si un REIT a l'obligation de rembourser rapidement sa dette, cela lui accorde moins de flexibilité. Et puis, si les taux d'intérêt sont importants, pour se refinancer, ça va être compliqué pour elle puisque le coût de sa dette sera donc plus important. Mais dans le cas de EPRT, que ce soit au niveau du tableau ou au niveau du graphique, on observe que EPRT a vraiment de la marge sur l'échéance de ses différentes dettes, avec plus de la moitié de sa dette qui doit être remboursée après 2036. Donc EPRT a le temps dans le remboursement de sa dette, qui lui permet d'avoir une meilleure marge de manœuvre et donc va entraîner forcément une meilleure gestion qui va faciliter la croissance de ses activités. En comparaison, si j'étudie la maturité de la dette de Realty Income, elle a des obligations de remboursement qui sont à plus court terme, donc inférieures à 5 ans. Cela peut lui poser plus de difficultés et la rend moins flexible financièrement. Même si les taux d'intérêt risquent de rediminuer d'ici 2024-2025, comme l'a annoncé Powell le 13 décembre 2023, ce qui a fait par la suite exploser les rates. Elles ont pris plus de 3 à 4% en une seule journée. On voit bien que EPRT a vraiment des échéances très très longues dans l'ensemble de ses dettes et va lui accorder plus de facilité et de flexibilité dans la croissance de ses activités que contrairement à Realty Income. Petit focus sur la dilution du nombre d'actions en circulation. C'est un phénomène assez normal pour les rates puisque si jamais s'endetter coûte trop cher, elle peut émettre ses propres actions. Ça peut être très stratégique et plus rentable pour le rate. Alors c'est un peu plus négatif pour l'investisseur, mais après si son investissement devient plus rentable, logiquement il est gagnant. S'il se fait moins diluer que le rate devient plus performant, cela est bénéfique pour l'investisseur et c'est également un levier qui lui permet d'être plus efficace dans la gestion de sa dette. Mais c'est sûr que globalement, on n'est pas content en tant qu'actionnaire lorsqu'on se fait diluer. Pour la plupart des entreprises, on a une dilution raisonnable, on a une dilution plutôt progressive avec EPRT, une dilution graduelle comparable à Agri Realty Income. On voit que pour Getty Realty Corp, on a une dilution très très faible et que pour Realty Income, on a une grosse dilution des actionnaires sur les 3 dernières années. Donc ce qui voit que globalement, EPRT est plutôt un bon élève en termes de dilution de ses actionnaires, puisque certes, il dilue ses actionnaires, mais cela reste raisonnable et comparable au vu des différentes rates de cette industrie. Autre point important, donc petit zoom sur EPRT, ensuite on va passer sur le comparatif des autres rates. On a une croissance de la surface totale du portefeuille de EPRT, avec en général des taux d'occupation qui sont très très importants, donc avec plus de 99% de taux d'occupation, et le principal client qui ne représente que 3,3%, et ça reste relativement stable au cours du temps de l'ensemble du portefeuille de EPRT. Le WALI, la durée moyenne des durées de location est de 13,9 ans, ce qui est relativement important. La durée de location des contrats, donc du WALI ici indiqué, c'est pour l'ensemble du portefeuille d'actifs immobiliers et pas uniquement pour Equipment Share. Pour les autres rates, c'est globalement la même chose avec des taux d'occupation qui sont très importants, une croissance comme on l'a vu qui suit logiquement la croissance des FFO ou AFFO. Par contre, ce qui est plus intéressant à souligner, c'est que par exemple Agri Realty Corp, Alpine ou Getty Realty, la présence d'un client majoritaire dans leur portefeuille est beaucoup plus présent avec Agri Realty Corp avec 6,2% qui est loué à Walmart. Pour Alpine, ça va être Walgreens qui va représenter 12% de son portefeuille. Getty Realty, c'est près de 15% de son portefeuille qui est associé à un seul et même client. Walmart, vous connaissez. Walgreens, ça va être des pharmacies. Leurs principaux clients sont sur des secteurs plus intéressants que Equipment Share dans la simple location de véhicules. C'est moins défensif que sur de la vente de nourriture ou sur la vente de médicaments. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Realty Income, tout comme EPRT, maîtrise la proportion majoritaire de son principal client au sein de son portefeuille d'actifs. Donc tout ça pour dire que ça met en lumière EPRT gère tout aussi bien ses taux d'occupation, a une belle croissance de la surface totale d'exploitation de ses actifs immobiliers, mais par contre gère mieux la proportion de son client majoritaire au niveau de son portefeuille, tout comme Realty Income. Enfin, passons à la dernière partie, donc sur la valorisation des différentes rates. Quand je parle de valorisation FFO, c'est la création de valeur. Donc dans ce tableau-là, on va avoir l'AFFO, le nombre d'actions en circulation, ce qui nous permet de calculer les AFFO per share. Et également, je vous ai calculé la croissance des AFFO sur les 5 dernières années. Donc on voit quand même que EPRT a une croissance des AFFO per share plus importante que pour les autres rates. Après, la croissance des AFFO per share pour les autres rates reste tout à fait convenable. Les différentes informations sont tirées du site All Rates et GoroFocus, notamment pour le nombre d'actions en circulation, et All Rates, ça va être AFFO, AFFO per share et la croissance des AFFO. Si maintenant je fais ce comparatif sous forme graphique qui est encore une fois issu de la présentation investisseur de EPRT, ça met en lumière la croissance très importante d'AFFO sur l'année 2023 EPRT comparé aux autres rates de la même industrie. Donc ça montre encore une fois que EPRT est la rate de croissance de cette industrie. Donc pour les 3 autres ratios, avec tout ce qui est price to AFFO, market to forward AFFO et equity value to AFFO, comme je l'ai dit au milieu de la vidéo, l'ensemble de ces chiffres sont actualisés sur les prix du 9 décembre 2023. Donc on constate que globalement
globalement, EPRT est mieux valorisé pour le price to FFO, pour le market capitalization to forward FFO. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça compare la capitalisation boursière actuelle au vu des flux futurs générés par l'entreprise. On voit également que ADC est très intéressante au niveau du price to FFO et market capitalization to forward FFO. Et l'equity value to FFO, c'est un peu la valeur des equity comparée à la valeur générée. Ça permet de déterminer à quel point les actifs sont de qualité au vu des flux générés par ces derniers. On voit que par exemple Alpine, Getty Realty ou Realty Income ont des actifs plus qualitatifs que EPRT ou ADC. La market capitalization to forward AFFO, c'est la valorisation actuelle en fonction des AFFO futurs. Donc c'est d'autant plus pertinent car ça prend en compte indirectement la croissance de ces AFFO et combien elle se paye cette croissance. L'equity to AFFO, ça va être la valeur des titres en fonction des flux générés ajustés des dépenses d'exploitation, donc des AFFO. Donc on constate que globalement la valorisation de EPRT est plutôt correcte au vu des AFFO générés actuellement, sans être excellente non plus au prix bien sûr du 9 décembre 2023, mais que au vu de sa croissance future, la valorisation reste quand même actuellement attractive. Là on va comparer un petit peu la valeur de l'entreprise au vu de ce qu'elle génère et également s'intéresser aux dividendes, qui est une composante essentielle au rate. On constate qu'avec le ratio entreprise value to EBITDA, EPRT reste correctement valorisé au vu de ses pairs. Alpine est mieux valorisé que les différentes rates. EPRT se situe globalement dans la moyenne de valorisation des entreprises value to EBITDA. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que la FFO to payout ratio est plus faible que ceux des autres rates de cette même industrie, peut potentiellement supposer que EPRT a la capacité d'augmenter plus facilement son dividende au vu de ses performances opérationnelles. Donc elle a la capacité de nous reverser plus de dividendes que Realty Income ou Agri Reality Corp. Et au vu des prix du 9 décembre 2023, la performance du dividende de EPRT est moins attractive, c'est sûr, que pour Realty Income. Mais en contrepartie, certes, elle a un FFO to payout ratio moins important, EPRT, mais par contre, elle a un rendement du dividende moins important que ses pairs. Mais elle pourra ainsi compenser en augmentant son payout ratio, puisqu'elle a plus de marge de manœuvre que les autres rates. Alors maintenant, on va comparer cet aspect valorisation avec les aspects de croissance. Ce graphique est issu du livre que j'avais présenté, sur lequel je m'étais appuyé pour la précédente vidéo sur comment analyser les rates. Ça présente des chiffres de 2019, attention, je n'ai pas actualisé ces chiffres pour l'exemple. Ça nous permet juste de savoir si une rate est sur ou sous-évaluée au vu de ses multiples de valorisation actuelle et de la croissance de ses FFO. Et ici, nous allons placer les différentes rates que nous venons d'étudier pour estimer si elles sont sous ou surévaluées, si la valorisation et la croissance de chacune de ces rates est attractive ou non. Pour les différentes croissances des FFO, vous avez la possibilité de trouver les informations sur Thinking Alpha ou Finbox ou même de les calculer par vous-même. Vous pouvez ainsi déterminer quel type de croissance vous semble le plus pertinent. À vous de décider quel type d'information vous allez sélectionner pour avoir l'analyse la plus pertinente selon vous. Je vous montre juste simplement les différents chiffres que j'ai résumés sur les graphiques. Là, sur Thinking Alpha ou Finbox, pour les différentes rates, j'ai mis l'ensemble des informations disponibles sur les prédictions et calculs des croissances des FFO sur les 5 dernières années. Toutes ces données-là, je les ai répertoriées dans un seul et même Excel de synthèse que je vais vous présenter dès maintenant. Voici le Google Sheet de synthèse que je vous partagerai en description de cette vidéo. Vous retrouverez également l'ensemble des sources que j'ai pu utiliser, chaque outil et chaque rate. Vous retrouverez un onglet performance où vous retrouverez les FFO avec l'évolution graphique et la croissance annualisée sur 5 ans. La même chose pour la FFO, mais aussi l'évolution des cap rates sous forme graphique et la moyenne des cap rates de 2019 à 2023. Pour la solidité financière, vous retrouverez l'ensemble des ratios que j'ai présentés dans cette vidéo, tout ce qui est associé au ratio de dette, les cap rates versus WACC, les investment grade, les taux d'occupation, etc., etc. Et l'onglet qui va nous intéresser, comme je l'ai dit, je le répète, les données à date du 9 décembre 2023, ce sera à vous de les actualiser derrière si vous voulez un comparatif et une actualisation avec les données et les prix actuels. Mais globalement, vous allez retrouver les ratios de valorisation FFO value, les ratios généraux de valorisation, tout ce qui va être associé à l'entreprise value to EBITDA, la valeur de la performance opérationnelle ainsi que les ratios associés aux dividendes. Et ici, comme je vous l'ai montré, j'ai référencé les différentes estimations ou historiques de croissance des FFO disponibles sur Finbox ou Thinking Alpha. Et ici, nous retrouvons donc l'échantillon de données qui a été utilisé pour le comparatif qui date de 2019 du livre Educated Rate Investing de Stephanie Crewson-Cayley. Et j'ai ajouté les différents chiffres de valorisation
valorisation et de croissance pour chacune de ces rates. Pour l'exemple de cette vidéo, j'ai pris la dernière croissance des AFFO disponible et calculée via Finbox ainsi que la croissance annualisée sur 5 ans des FFO. Je l'ai moyenné et j'ai récupéré l'ensemble des données pour construire derrière ce graphique-là. Donc j'ai retracé la courbe de tendance associée à l'échantillon de données qui va de R1 à R13 et j'ai ajouté ainsi la croissance et les multiples de valorisation des différentes rates. Si vous voulez récupérer ce type de graphique-là, je vous partagerai également, comme j'ai pas réussi à le faire sur Google Sheet parce que c'est assez limité en termes d'édition de graphiques, je vous partagerai cet Excel-là. Vous pourrez copier-coller ce tableau juste ici pour derrière ensuite avoir ce graphique-là et estimer par vous-même au vu de vos estimations et de la valorisation actuelle de vos rates si votre rate est sous-valorisé ou survalorisé. Alors attention, hein, toujours un avis critique sur ce graphique-là. Cet échantillon de points-là correspond à un échantillon de données pour des rates qui datent de 2019. Donc en réalité, c'est pas complètement représentatif. C'est pourquoi on a une croissance des FFO moyenne ici que j'ai pris pour mon estimation qui sont très très importantes et donc on sort du nuage de points pour notre échantillon de données puisque ça ne prend pas en compte la croissance de 2019 à 2023 des rates, sachant que nous sommes basés sur la croissance de 2019 à 2023 en partie puisque j'ai moyenné la dernière croissance de 2023 et celle des 5 dernières années. Donc ce n'est pas complètement représentatif et ça permet uniquement d'avoir une idée de la valorisation de nos rates, donc si la croissance des FFO est correctement valorisée ou non. On voit que par exemple pour AgriReality Corp, la croissance, au vu de l'échantillon de données que j'ai pris ici, se négocie un peu trop cher au vu de sa valorisation. EPRT, on voit qu'elle est sur la courbe de tendance, entre guillemets, elle est correctement valorisée. On voit par contre que pour Reality Income ou Alpine, ce sont des rates qui sont actuellement sur des ratios de valorisation attractifs. Si j'en conclus grossièrement que Reality Income, au prix actuel, pour lequel j'ai fait l'analyse, est plus intéressante que EPRT ou AgriReality Corp ou Getty Realty. EPRT n'est pas la rate avec les ratios de valorisation les plus importants, c'est simplement un bon compromis entre la croissance et la valorisation, mais comme je l'ai dit, d'autres rates sont peut-être plus attractives au vu des estimations que j'ai faites. Ça sera à vous derrière d'ajuster l'ensemble de ces données-là pour avoir la croissance et les multiples de valorisation qui vous semblent pertinents à vous. Je vous partagerai également cet Excel-là en pièce jointe de mon mail quand vous vous inscriverez à ma liste d'emails. Ceux qui sont déjà inscrits, vous l'avez déjà reçu dans vos listes d'emails, donc regardez bien. Et puis derrière, ça sera à vous de faire vos propres itérations et vos propres analyses. Donc cette lettre, c'est simplement un résumé de ce que je vous ai dit précédemment. Donc j'ai utilisé certaines données de Finbox, j'ai déterminé un projected FFO growth avec les multiples de valorisation aux dates du 9 décembre de 2023. Et derrière, ça m'a pu me permettre de construire ce graphique-là pour estimer si mon rate était survalorisé ou sous-valorisé au vu de l'ensemble des données que j'ai sélectionnées. Vous allez me dire pourquoi j'ai pris Finbox dans mon analyse. C'est simplement un exemple que j'ai pris pour simplifier cette vidéo et ces estimations-là. Mais aussi également, j'ai trouvé que la croissance estimée et passée déterminée sur le site de Thinking Alpha était trop important au vu des chiffres de Finbox ou de ce que j'avais calculé personnellement. Donc c'est pourquoi j'ai pris les exemples de Finbox dans la vidéo, parce que c'était plus simple et plus pertinent selon moi. Donc voici le résumé de cette analyse et de ce comparatif. Donc pour moi, en première position, on retrouve EPRT qui est correctement valorisé avec une excellente croissance, une très bonne performance et solidité financière. En seconde, on va retrouver cet incontournable rate qui est vraiment une excellente rate bien établie qui est Reality Income. Cependant, j'ai vraiment des peurs associées à sa croissance. J'ai peur qu'elle soit un peu trop gros et que du coup, elle manque d'inertie et qu'elle soit obligée de faire certaines acquisitions pour se développer. Alors c'est pas une mauvaise chose, mais par contre, il y a un risque plus important selon moi en termes de croissance des activités que pour EPRT par exemple. Et en troisième, on retrouve AgriReality Corporation qui est similaire à EPRT et qui est également correctement valorisé avec une croissance très importante. Alors bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement comme je l'ai dit. J'ai établi ce classement en fonction de mon profil investisseur et de mes hypothèses que j'avais sélectionnées au cours de cette vidéo. C'est un classement totalement subjectif. Cependant, maintenant vous avez toutes les clés d'analyse disponibles dans cette vidéo et également les outils pour vous faire vos propres avis. J'ai choisi personnellement EPRT pour ses aspects donc de croissance, de performance opérationnelle et de management surtout que je juge très compétent. J'ai vraiment confiance au management car je le trouve vraiment qualifié et compétent. Dans cette vidéo, je me suis intéressé uniquement à un certain secteur car il me semblait plus pertinent au vu de mon profil investisseur et aussi au vu de mon portefeuille. Donc ça sera à vous de choisir une industrie rate qui vous correspond au vu de votre portefeuille et aussi au vu de votre profil investisseur. Également, le fait que ce podium est d'autant plus subjectif, c'est que même si j'ai très
très bien étudié les différents dossiers. Mon analyse la plus complète se porte sur EPRT. Comme je la connais mieux, j'ai peut-être un biais associé à la connaissance et c'est pourquoi je le juge plus pertinent et plus efficace que les autres rates présentes dans ce comparatif. Et puis dernier point sur ce comparatif pour vraiment les fans de Reality Income qui vont sûrement me dire en commentaire oui EPRT est moins bien, Reality Income c'est mieux. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement à Reality Income? Ils ont fait l'acquisition de Spirit Capital. Donc O devient de plus en plus gros et au lieu de faire des petites acquisitions de biens immobiliers à droite à gauche, ils vont avoir beaucoup plus d'impact. Ils vont faire l'acquisition de groupe rate pour augmenter ainsi la taille de son portefeuille. Et c'est également un des principaux risques associés à Essential Property Trust, c'est qu'ils risquent potentiellement de se faire racheter par Realty Income. Donc il y a un risque également dans le futur que EPRT se fasse racheter par Realty Income. J'ai dit que c'était une possibilité, que ça va pas arriver, on sait pas. Et puis comme on l'a vu, O c'est pas du tout une mauvaise rate, loin de là. Et puis c'est un géant très très bien établi, très performant, et ils auront peut-être à l'avenir tout intérêt à faire l'acquisition d'un groupe aussi performant que EPRT. Finalement, en faisant l'acquisition d'actions Essential Property Trust, je me retrouverai peut-être dans le futur avec des actions Realty Income, mais cela ne me dérange absolument pas puisque comme nous l'avions vu, Realty Income est une excellente rate. Pour finir cette analyse avant de conclure, voici les différents points clés du troisième trimestre de 2023 que j'ai pu relever. Je vous recommande de le lire ou même de l'écouter sur l'appli Quarter que j'ai découvert grâce à la chaîne de Léopold Klein que je recommande fortement, excellente chaîne. Donc il y a une croissance attendue des AFFO sur 2024 de 5% avec une nouvelle politique de prix vraiment plus agressive au niveau du groupe car l'environnement, comme on l'a dit, il devenait très incertain sur l'augmentation des taux, on n'était pas sûr que les taux allaient rester sur ces niveaux-là, etc. Et ils s'attendent à un coût du capital plus important et une volatilité en général sur les marchés beaucoup plus important à court terme. Et c'est pour ça qu'ils vont développer une politique de prix plus importante pour vraiment sélectionner des investissements beaucoup plus rentables. Également, le management a appuyé le fait qu'ils voulaient conserver leur solidité et flexibilité financière en disant qu'ils avaient près de 100 millions de free cash flow disponibles pour pouvoir le déployer dans des investissements de manière efficace. Et ces 100 millions-là, ils vont à eux seuls assurer une croissance des FFO de 4% sans l'aide de ressources ou de financement externe, donc ce qui est très positif puisqu'ils attendent une croissance de 5% environ, mais qu'ils ont la garantie entre guillemets d'avoir une croissance des FFO de 4% avec cette liquidité-là qui est à leur disposition pour leur permettre de développer efficacement leurs activités sans avoir un coût du capital trop important. Ils veulent également réduire les risques. On a déjà abordé le sujet, mais donc du coup, ils veulent vraiment limiter le risque de solvabilité, donc ils vont sélectionner des clients beaucoup plus solides financièrement et donc beaucoup plus solvables pour améliorer la qualité du portefeuille. Donc c'est pour ça qu'ils ont vendu 10 biens sur le dernier trimestre de 2023 car ils n'étaient pas assez rentables, donc avec des cap rates de 6,5. Et ils ont fait l'acquisition de biens beaucoup plus rentables avec un cap rate moyen de 7,6%. Et enfin, voici les différentes questions qui m'ont semblé pertinentes posées par les analystes durant la présentation du troisième trimestre de 2023. Donc pourquoi ils étaient aussi optimistes au niveau de la croissance? Et j'ai beaucoup aimé la réponse, c'est qu'ils étaient vraiment dans un business très prévisible. Donc ils ont un portefeuille très stable avec des durées de location très longues et donc ce qui leur permet d'avoir des flux opérationnels très solides. Donc ça leur permet de projeter plus facilement leur croissance et donc leur performance opérationnelle dans le futur. Également sur leur stratégie de développement, comme ils doivent faire l'acquisition récurrente de plusieurs biens immobiliers, comment ils vont récupérer ces financements-là. Et ils disaient qu'ils avaient entre 800 millions et 1 million de capital qu'ils pouvaient investir très facilement sans augmenter leur levier financier. Donc c'est également très important puisque ça traduit et ça renforce encore cette idée-là qu'ils sont plus flexibles et solides financièrement. Et ça rejoint le point sur la cible du levier financier, c'est que historiquement, ils avaient un levier financier plutôt prévisible puisque c'est associé à leur business. Ils ne veulent pas que leur dette dépasse 5 fois leur EBITDA actuel. Ils ont cette source de financement possible, mais ils veulent toujours conserver leur levier financier à des niveaux historiques pour conserver cette solidité financière-là. Et enfin, au niveau du share buyback, un analyste a posé la question. Pour le moment, le management ne prévoit pas de rachat d'actions. Donc, c'est pas un point à prendre en compte, même si l'entreprise, comme nous l'avons vu, est plus ou moins correctement valorisée, le management ne prévoit pas de faire un rachat d'actions pour le moment. Les risques associés à ces rates, et je vous ai mis également pour synthétiser cette analyse les différents chiffres clés associés aux rates et aux différents portefeuilles d'actifs, c'est que techniquement les clients sont sur des business un peu plus cycliques, tout ce qui est restaurant, espace de loisirs, équipement de chantier. Il va falloir faire attention si on rentre dans des crises financières beaucoup plus profondes, que les taux d'occupation ne se dégradent pas au cours du temps, ce qui pourrait affecter potentiellement de manière plus significative l'industrie en général, mais aussi EPRT. Donc c'est peut-être le seul risque, et j'ai dit aussi le fait que dans le futur, on puisse voir EPRT se faire racheter par un plus gros comme Realty Income. Je ne sais pas si c'est un risque associé, parce qu'on se retrouverait éventuellement avec soit des actions Realty Income, ou soit avec un prix d'action avantageux. Mais ce sont des choses qui sont à prendre en compte si l'on investit sur ce type de rates.
Et on voit en synthèse, EPRT, ça se caractérise avec des contrats très long terme et plus long terme que la plupart de ses rates de son industrie, avec des coverage ratio très importants, donc de 4, c'est-à-dire que ses clients sont très solvables et fiables dans le paiement de ses loyers. Ils sont sur plus de 16 industries différentes, extrêmement bien diversifiées, dans des industries qui sont difficilement digitalisables. Ce risque-là de digitalisation est moins important que pour les rates spécialisés dans les bureaux ou spécialisés dans le stockage où il y a une demande de plus en plus forte, mais c'est un business qui est beaucoup moins prévisible que ce business-là. Ils sont actuellement sur 48 États aux États-Unis, mais très peu présents dans l'Ouest, donc ça pourrait être un secteur de croissance intéressant, avec des taux d'occupation qui sont très importants, à 99,8% en moyenne, donc ça veut dire que vraiment, ils n'ont aucune difficulté à louer leurs différents biens immobiliers. Et leur portefeuille, comme on l'a dit, est très axé services et expérience, donc voilà, ça renforce cette résilience de leur portefeuille. Et enfin, c'est un peu plus annexe, mais la plupart de leurs propriétés sont sujets à des master leases. C'est le fait de, si jamais leurs locataires ont des risques et des problèmes opérationnels, le locataire peut sous-louer leur propriété. Donc c'est un risque en moins également pour EPRT, puisque, entre guillemets, ils pourront toujours avoir un autre client, même si le locataire actuel a des difficultés à payer leur loyer, puisqu'ils pourront le sous-louer en cas de difficultés financières. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description. Vous y retrouverez ma liste d'emails privés pour recevoir le Google Sheet ainsi que l'Excel pour faire vos propres analyses et itérations. Vous retrouverez également mes contacts et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.